Le Rural Benin TV, la télévision officielle du monde agricole, est heureuse de vous retrouver pour un tour d'horizon de l'actualité agricole d'ici et d'ailleurs. Bonsoir à toutes et à tous, chers internautes, et merci de nous rejoindre pour cette dernière édition de la semaine. En voici les principaux titres. À la une ce soir, après les semis, les premières semaines de croissance conditionnent largement la réussite des cultures, souvent mises à rude épreuve par la concurrence des mauvaises herbes. Comment bien pratiquer le sarclage et pourquoi est-il si déterminant pour les rendements agricoles? Restez avec nous pour le découvrir. De la ferme à l'assiette, l'aviculture s'affirme de plus en plus comme un pilier de l'économie béninoise, générateur d'emplois et porteur de nombreuses opportunités. C'est le dossier de cette édition. Nous irons également en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et en Guinée pour un tour de l'actualité agricole à l'international. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Place à présent au développement. À nouveau, bonsoir à toutes et à tous. L'actualité agricole ne marque jamais de pause et nous sommes heureux de vous la faire vivre au quotidien. Mais avant de parcourir les informations agricoles, intéressons-nous à ce que réserve Dame Nature. Voici les prévisions météorologiques pour les populations de Natitengu et de Komé. En matinée, à Natitengu, le ciel restera couvert et brumeux avec une atmosphère de 22 degrés Celsius, ressenti 24 degrés Celsius en raison de l'humidité. Le vent soufflera modérément à 15 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 25 km par heure. Le brouillard matinal laissera progressivement place à des nuages bas sans précipitation et sans risque de pluie. En soirée, une alternance de nuages et d'éclaircies est attendue. La température atteindra 26 degrés Celsius avec un ressenti de 29 degrés Celsius. Le vent sera faible autour de 10 km par heure avec des rafales jusqu'à 20 km par heure. Quelques passages nuageux parfois denses sont prévus, accompagnés d'un faible risque d'averse estimé à 20%. La matinée à Komé débutera sous un ciel très nuageux dans une atmosphère lourde. La température sera de 24 degrés Celsius, ressenti 27 degrés Celsius, sous l'effet de l'humidité. Le vent soufflera faiblement à 10 km par heure, avec des rafales pouvant atteindre 20 km par heure, voire dépasser 60 km par heure en cas d'orage. Des averses orageuses sont attendues en fin de matinée, avec un risque de pluie estimé à 50%. En soirée, le ciel se dégagera progressivement. Le thermomètre affichera 25 degrés Celsius pour un ressenti de 27 degrés Celsius. Le vent sera modéré à 15 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 25 km par heure. Le ciel restera très nuageux mais aucune précipitation n'est attendue. On reste avec Dame Nature grâce à cette note d'information de Météo Bénin. Depuis plusieurs jours, des pluies intermittentes sont enregistrées sur une grande partie du territoire national, provoquant des inondations localisées ainsi que des perturbations de la circulation. Dans une note d'information publiée le 1er juillet 2026, Météo Bénin annonce que cette tendance pluvieuse devrait se poursuivre dans les prochains jours. Des averses et pluies intermittentes continueront d'affecter la bande côtière avec des cumuls susceptibles de dépasser les normales saisonnières dans plusieurs départements du sud, notamment l'Ouémé, l'Atlantique, le littoral et le Mono, jusqu'à la fin de la première décade de juillet. Prenez vos dispositions, chers internautes. On poursuit cette édition avec une initiative qui mise sur l'innovation pour renforcer la lutte contre le paludisme au Bénin. Les départements de la Donga, du Borgou, de l'Atlantique et du littoral bénéficieront bientôt d'une nouvelle stratégie de lutte contre le paludisme. Lancée mardi à Cotonou par le ministre de la Santé Benjamin Humpati, cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Action intégrée pour la prévention du paludisme, partenariat public-privé et engagement local des jeunes au Bénin. Le projet prévoit le déploiement de drones, de la cartographie géospatiale et de l'intelligence artificielle afin de mieux identifier et traiter les gîtes lavaires, tout en renforçant la vaccination et l'implication des jeunes dans la prévention du paludisme.
Je l'annonçais dans les titres, la croissance des cultures dépend en grande partie de l'entretien assuré par les producteurs, notamment à travers le sarclage. Après la préparation du sol et les semis, une nouvelle étape s'impose pour assurer le bon développement des cultures, le sarclage. Véritable allié des producteurs, cette opération permet d'éliminer les mauvaises herbes qui concurrencent les jeunes plants en eau, en nutriments et en lumière. Pourquoi le sarclage est-il indispensable et comment bien le réaliser? Anissé Runguet et Janvier Todoroué nous en parlent. Préparer la terre et effectuer les semis constituent les premières étapes de la production agricole. Mais pour permettre aux jeunes plants de se développer dans des conditions optimales, le sarclage s'impose comme une opération incontournable. Il consiste à éliminer les mauvaises herbes qui concurrencent les cultures pour l'eau, les éléments nutritifs et la lumière. En supprimant cette concurrence, le producteur offre à ses plants les meilleures conditions de croissance. Pour tout agriculteur soucieux d'obtenir une bonne récolte, cette pratique ne doit en aucun cas être négligée. Si un cultivateur néglige le sarclage de son champ, c'est comme s'il n'avait encore rien cultivé. Le sarclage est indispensable, car c'est lui qui garantit une récolte abondante. Un champ qui a été sarclé est différent d'un champ qui ne l'a pas été. Bien plus que simple entretien du champ, le sarclage est un véritable levier de productivité. Réalisé au bon moment, il favorise un meilleur développement des cultures, améliore leur vigueur et contribue directement à l'augmentation des rendements. C'est en entretenant les cultures que l'on bénéficie d'une récolte abondante. Les mauvaises herbes qui poussent autour sont des plantes étrangères qui empêchent les cultures d'être bien aérées. Mais lorsqu'on les arrache, les cultures se développent mieux. Si tu laboures un champ sans le sarcler, tu n'obtiendras pas le rendement que tu espérais après les semis. Si tu attendais 40 sacs, tu n'en récolteras peut-être que 20. Le nombre de sarclages nécessaires dépend de plusieurs facteurs, notamment du type de culture, de l'état de la parcelle et de l'abondance des mauvaises herbes. Pour le maïs, par exemple, un suivi régulier est recommandé afin d'accompagner la croissance des plants jusqu'à leur maturité. Après avoir semé le maïs, si les mauvaises herbes poussent rapidement, on effectue un premier sarclage. Ensuite, lorsque le maïs atteint le stade des mèches, on procède à un deuxième sarclage. C'est ainsi que le maïs se développe normalement et produit bien. Si tu sèmes aujourd'hui, tu dois sarcler au bout de 2 ou 3 semaines. Cela dépend de la fertilité du sol. La réussite du sarclage repose également sur la qualité de l'exécution. Le choix de la roue adaptée, ni trop large ni trop étroite, permet d'effectuer un travail efficace sans endommager les cultures. De plus, lorsque les mauvaises herbes sont nombreuses. Ce sont les roues de taille moyenne qui conviennent le mieux au sarclage. Il ne faut ni une très petite, ni une très grande roue. Si le sarclage est mal fait, ou si la pluie tombe le même jour après le sarclage, les mauvaises herbes repoussent. Il faut alors reprendre le sarclage une deuxième fois au stade des mèches. C'est à cette condition que l'on peut espérer un bon rendement en maïs. Négliger le sarclage expose les cultures à une baisse de rendement, à une diminution de leur qualité et à une perte de productivité. À l'inverse, maîtriser les bonnes techniques de sarclage permet de créer un environnement favorable au développement des plants et d'assurer une production plus saine et plus abondante. Ne pas sarcler rend les cultures chétives. Un champ qui n'est pas sarclé n'est pas productif et les cultures ne se développent pas comme dans un champ bien entretenu parce qu'elles ne respirent pas correctement. Pour réussir un bon sarclage et garantir une bonne production, il faut utiliser une roue. Les mauvaises herbes qui se trouvent au pied des plants doivent d'abord être arrachées à la main, puis on poursuit le travail avec la roue. Celle-ci permet d'ameublir le sol et de ramener les éléments fertiles de la surface au pied des plants, ce qui favorise le bon développement du maïs.
Au-delà d'être un simple geste d'entretien, le saclage représente un véritable investissement pour la réussite de la campagne agricole. Réalisé avec soin et au moment opportun, il permet aux cultures d'exprimer pleinement leur potentiel et offre aux producteurs de meilleures perspectives de récolte. La campagne de vaccination des gros ruminants contre la pasteurellose bovine, organisée entre juin et juillet 2026 dans la commune de Tchaourou, s'est achevée avec un excellent taux de couverture vaccinale de 98%. Une telle couverture constitue un atout majeur pour prévenir la maladie, réduire les pertes économiques et renforcer durablement la santé animale. Hier, jeudi 2 juillet 2026, s'est tenu au siège de l'ATDIA 7 le premier cadre de concertation entre l'ATDIA et les DDAEP au titre de l'année 2026. Cette rencontre stratégique visait à renforcer la collaboration entre les deux structures afin d'améliorer la mise en œuvre des actions agricoles sur le terrain. À l'issue des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées pour accroître l'efficacité des interventions au profit des producteurs. Toujours au siège de l'ATDIA 7, ce jeudi, le cluster Vegola affiche des résultats remarquables pour sa campagne de production menée de février à mai 2026. Au total, 480 producteurs agrégés repartis dans 12 communes ont permis d'obtenir 878 tonnes de cornichons frais pour un montant global d'achat estimé à plus de 280 millions de francs CFA. Pour valoriser ses performances, le cluster a récompensé les 10 meilleurs producteurs lors de sa 5e édition de son Farmers Award, une initiative visant à encourager l'excellence et à renforcer la dynamique de production agricole au sein de la filière. En Conseil des ministres, ce mercredi 1er juillet 2026, le gouvernement a ordonné le retrait du marché du Sniper 1000 EC DDVP, un pesticide contenant une substance jugée particulièrement dangereuse pour la santé. Quelles sont les raisons de cette décision? Suivez les explications du ministre porte-parole du gouvernement. En point 2. Rappel de l'interdiction de commercialisation des pesticides non autorisés à l'emploi au Bénin. Au terme de la réglementation relative aux matières actives interdites d'utilisation en agriculture, aucun pesticide ne peut être mis en circulation sur le territoire national s'il ne bénéficie d'une homologation conformément aux dispositions des tests en vigueur. Cependant, il est observé que des pesticides non autorisés sont mis en vente sur le territoire national par certains commerçants au mépris de la santé des populations. C'est le cas du produit dit Sniper, qui contient du dichlorvos, une molécule classée par l'Organisation mondiale de la santé dans la catégorie toxicité aiguë, très dangereux, mais qui est commercialisé dans l'informel et utilisé pour lutter contre les insectes volants et rampants dans les ménages. Aussi, le Conseil tient-il à rappeler que cette molécule, à l'instar des autres classés cancérogènes et très dangereux, est interdite d'utilisation. En tout état de cause, il est décidé de leur retrait du marché et les ministres concernés par le sujet prendront toutes les dispositions nécessaires au respect de cette mesure. Les ministres concernés ont reçu pour instruction de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer l'application effective de cette mesure et de renforcer les contrôles sur l'ensemble du territoire national. Bonne nouvelle pour les commerçants des marchés Tokpa Yoyo et Tokpa Daho. Toujours en Conseil des ministres, le gouvernement béninois a décidé de réduire les coûts d'attribution des espaces marchands. Cette mesure vise à alléger les charges financières des commerçants et à dynamiser davantage les activités économiques au sein de ces marchés. Hors de nos frontières, le Burkina Faso renforce la sécurité de ses infrastructures hydrauliques. Les députés ont approuvé un financement de près de 92 milliards de francs CFA destiné à la mise en œuvre du projet de sécurité de l'eau. Prévu sur 6 ans, ce programme permettra notamment de réhabiliter des barrages, d'améliorer les systèmes d'irrigation et de renforcer la résilience des populations face aux effets du changement climatique. La Côte d'Ivoire participe actuellement au Japon aux travaux préparatoires du Green Expo 2027, une exposition horticole de portée mondiale. Cette participation vise à renforcer la coopération internationale et à promouvoir le développement de l'horticulture ivoirienne en vue de l'événement prévu en 2027 à Yokohama.
La Guinée veut faire de l'aviculture un véritable levier de sécurité alimentaire et de croissance économique. Le gouvernement a lancé le 29 juin 2026 à Conakry sa stratégie nationale de développement de la filière avicole, dotée d'un investissement de 524 milliards de francs guinéens. Ce programme ambitionne d'accroître la production de viande de volaille et d'œufs tout en favorisant la création de milliers d'emplois. Loin d'être un simple secteur d'élevage, l'aviculture s'affirme aujourd'hui comme un véritable moteur économique au Bénin. Au-delà de son rôle dans la sécurité alimentaire, la filière avicole s'impose progressivement comme un important levier de création d'emplois. De la production à la transformation, en passant par la commercialisation, chaque maillon de la chaîne de valeur offre des opportunités économiques aux jeunes, aux femmes et aux entrepreneurs. Dans ce reportage, l'équipe de notre rédaction s'est intéressée à la contribution de l'aviculture à l'économie nationale. Le secteur avicole, en plein essor au Bénin, est considéré comme un important pourvoyeur d'emplois. Face à une demande croissante en viande de volaille et en œufs, et pour limiter la dépendance extérieure des produits importés, de nombreux jeunes, femmes et entrepreneurs investissent dans cette filière qui offre d'importantes perspectives économiques. Bien au-delà de la production, toute une chaîne de valeur se développe, générant des milliers d'emplois directs. La chaîne de valeur en aviculture est très très importante et implique toute l'économie d'un pays. Si on doit dérouler le processus de production, vous avez d'abord la fourniture de poussins d'un jour. D'accord? C'est une industrie de production de poussins où beaucoup de personnes y travaillent, donc pourvoyeur d'emploi. Elle utilise aussi non seulement la main-d'œuvre, mais beaucoup de technologies, d'énergie, d'intrants. Ensuite, vous passez à la production proprement dite. Vous passez à la transformation, qui utilise aussi beaucoup de main-d'œuvre. Il n'y a pas d'étape dans le processus de production jusqu'à la transformation, jusqu'à la commercialisation, où la main-d'œuvre n'est pas utilisée. Et quand vous prenez chaque segment de cette filière-là, c'est des personnes qui y travaillent. Donc, les jeunes, que ce soit les jeunes, les femmes, chacun peut s'insérer dans le compartiment qui l'intéresse. Au sein de cette chaîne de valeur interviennent également les entreprises spécialisées dans la production, la transformation et la distribution. À chaque étape, elles apportent une valeur ajoutée aux produits d'élevage. Vous avez des entreprises qui sont créées au niveau production. C'est les éleveurs qui ont leur ferme de production avicole et qui produisent. Et quand ils ont fini de produire, ils cèdent leur production. Ensuite viennent ceux qui ont des entreprises de transformation. Eux, ils transforment ce que l'aviculteur a produit. Et à travers ça, vous avez, même au niveau national ici, vous avez de petites boucheries de volailles qui s'installent, où on vend des produits carnés de volaille. Ensuite, vous avez la distribution. Vous pouvez transformer et vendre, mais vous pouvez transformer en grande quantité et laisser maintenant à la distribution jusqu'à obtenir le produit fini dans vos assiettes. Mais il y a aussi un compartiment de l'économie qui utilise beaucoup les produits de l'aviculture. C'est la restauration. L'aviculture ne nécessite pas forcément d'importants investissements au départ. Avec une bonne organisation, une maîtrise des techniques d'élevage et une stratégie commerciale adaptée, il est possible de développer progressivement son exploitation. C'est le parcours de Jérôme Dadé, parti avec un effectif réduit de volailles. Il a su gagner la confiance de ses clients grâce à la qualité de sa production. Moi, j'ai démarré avec un carton de coquelets. Quand j'ai eu ce goût avec les 50 coquelets là, la fin d'année de l'élevage, je les ai vendus à 5 000 unités. Vous voyez, ça m'a encouragé. Pour Jérôme Dadé, l'aviculture représente une véritable opportunité d'insertion professionnelle pour les jeunes. Au-delà des emplois directs qu'elles génèrent, leurs activités créent de nombreux emplois indirects dans les domaines de la restauration et de nombreux autres services. Les emplois indirects, c'est que nous demandons
du maïs. Donc, il faut produire plus de maïs. Et donc, quand on demande à produire plus de maïs, c'est une demande qui est adressée aux producteurs, à l'agriculteur. D'accord? Et quand on produit ce maïs-là, il faut le transporter. Et donc, plus la demande de volaille augmente, plus nous avons besoin de maïs, et plus il y aura des gens qui vont transporter le maïs. D'accord? Il y aura des gens qui vont produire l'aliment. Parce que quand nous prenons le maïs, nous prenons le soja, nous prenons différents composants. C'est ça que nous mettons à l'usine avec des formules pour trouver l'aliment composé. Et là encore, c'est une autre usine qui est pourvoyeuse de main-d'œuvre. D'accord? C'est le transport, c'est l'énergie, c'est des professionnels pointus de la nutrition, des professionnels en santé animale, en génétique, qui accompagnent pour voir l'impact de tout ce que nous faisons comme formulation. Ayant compris tout le potentiel économique de la filière, Jérôme Dadé mise également sur la valorisation des sous-produits de l'élevage. Pour lui, les fientes peuvent être commercialisées ou utilisées, constituant ainsi des sources de revenus supplémentaires pour les éleveurs. Je sais que dans l'élevage, il y a les fientes de l'élevage qui peuvent me servir aussi à cultiver de la tomate, par exemple, à faire des concombres bio. Bon, grosso modo, avec les fientes, je peux faire l'agriculture. Et l'agriculture serait bio, ça va bien donner. Créatrice d'emplois, génératrice de revenus et véritable moteur du développement rural, l'agriculture confirme sa place parmi les secteurs les plus prometteurs de l'économie béninoise. Grâce à l'engagement des producteurs, à l'implication des différents acteurs de la chaîne de valeur et au soutien des pouvoirs publics, la filière poursuit sa transformation. C'est la fin de cette édition sur votre média agricole favori, le Rural Bénin TV. Merci de votre fidèle compagnie. Très bon début de week-end à toutes et à tous. Et à très bientôt sur le Rural Bénin TV pour une nouvelle édition de votre journal agricole.